En attendant, pour ceux qui sont déjà connectés, donc bienvenue sur ce webinaire. Nous ne sommes pas en mai 2020 comme c'est indiqué, mais bien en juin. Dans l'interface, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un chat. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à interagir dessus. On pourra également, je vous partagerai peut-être un lien à travers ce chat. Donc en tout cas, n'hésitez pas, c'est fait pour échanger, pour remonter vos questions. Et si jamais on n'y répond pas pendant ce webinaire, ben on y répondra dans la foulée, soit dans le mail récap qu'on vous enverra après, soit directement par mail. Ça dépendra des questions que vous avez à poser. Info importante, j'en avais parlé déjà la semaine dernière, le mois dernier, mais c'est un truc qui est primordial pour le bon fonctionnement des solutions. C'est une mise à jour de Microsoft qui est sortie en 2019, donc ça date, et qui concerne la signature en gros des drivers qui utilisent un nouveau, enfin pas un nouveau, mais un algorithme récent, et les anciens algorithmes ne sont plus supportés. Donc, ce qui fait que bon nombre de solutions ne fonctionneront plus correctement après une certaine date. On n'a pas de date précise, mais en tout cas, ça peut engendrer des problématiques. Donc, passer cette KB, c'est important. On a communiqué là-dessus. Vous avez en bas sur le lien, inscrivez-vous. En fait, c'est comment on peut vous communiquer avec vous. Si jamais vous nous donnez pas le droit de vous envoyer des emails, ben dans ces cas-là, on peut pas vous envoyer ces informations. Donc, si vous n'avez pas reçu cette info, inscrivez-vous sur cette page. Alors, ce mois-ci, c'est la nouveauté, c'est F-Secure Element. Ça a été lancé le 18 mai dernier. C'est en gros une refonte de notre offre qui s'organise autour de 3 principaux éléments, des solutions. Donc celles-là, vous les connaissez, mais elles ont été renommées pour respecter une certaine logique. Un nouveau modèle de tarification à l'année, au mensuel et bientôt donc à l'usage. Donc ça, c'est vraiment le dernier point qui est lancé et on va avancer toute l'année autour de ça. Et puis après, toute la notion de service qu'on développe au maximum. On sait que les solutions aujourd'hui de sécurité sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus pointues. Et on va essayer de vous accompagner, que vous soyez partenaire ou client, dans la gestion de ces nouvelles solutions et notamment de l'EDR. Il y a un webinaire qui sera dédié à ça le 15 juin à 14h. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vais vous mettre le lien pendant que mes collègues interviendront dans le chat. N'hésitez pas, ça permettra de voir à la fois le côté voilà ce qui est sorti, voilà ce qu'est F-Secure Element, et également les développements à venir, ce qui va se passer au cours de cette année. Pour aujourd'hui, on va traiter donc 3 éléments. Le Security Center, c'est la nouvelle interface d'administration, le nouveau portail d'administration. Ensuite, on va avoir Nico qui va nous parler du contrôle des périphériques. C'est un outil qui a vraiment un intérêt. Aujourd'hui, c'est un des vecteurs d'attaque, reste les médias amovibles. Donc, important de contrôler ça. On n'est pas forcément sur quelque chose de très rigoureux où on va autoriser qu'une clé pour l'ensemble d'une société. Bien qu'on puisse aller jusque-là, il y a des alternatives, il y a des approches un peu moins brutes. C'est pas noir ou blanc, ça peut être gris. Et une nouveauté également, c'est Mobile Protection. C'est Florian qui nous présentera ça. Mobile Protection, qui est notre nouvelle mouture de protection des mobiles Android et iOS. Je vais commencer. C'est mal poli, mais je vais commencer par le Security Center. Je vais pas passer trop de temps dessus. On va essayer de garder du temps pour les questions si vous en avez à la fin, bien que vous puissiez les poser au cours du meeting. Et je vais commencer par le Security Center parce que c'est quand même la nouveauté, c'est ce nouveau portail d'administration. On va avoir 2 vues. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien
mon écran. Ouais, on voit bien. C'est parfait. Ok, nickel. Et je vais montrer celle-ci aussi après. Ok. Donc, ici, je suis sur le Security Center. C'est cette nouvelle interface où vous retrouvez l'ensemble des solutions que vous avez chez nous. C'est la vue client, ça. Donc, tous nos clients ont maintenant une vision sur la partie Endpoint Protection. Donc, anciennement PSB Protection Service for Business. Donc là, maintenant, c'est Element Endpoint Protection, donc EPP. La vision EDR, donc avant c'était RDR pour Rapid Detection and Response, c'est devenu Endpoint Detection and Response. On a fait plus simple, c'est beaucoup plus lisible. Troisième solution, Protection for Microsoft 365. J'ai perdu le nom, mais on n'était pas très loin. On était sur Cloud Protection, je crois, for Office 365. Donc on n'est pas bien loin, mais on a quand même renommé pour respecter les standards de Microsoft. Et Vulnerability Management qui remplace Radar dans le nom, hein, encore une fois, qui est donc notre outil de gestion des vulnérabilités. Donc la nouveauté en fait ici, c'est qu'on va avoir sur la gauche maintenant un super menu, on appelle ça comme ça. Ce super menu, c'est le fait que vous allez avoir la vision du Endpoint Protection directement dans cette interface. Si vous voulez basculer sur la partie EDR, ben, il suffit de revenir sur l'accueil, de cliquer sur l'EDR, et là vous allez avoir cette même page. On ne change plus de portail. Alors c'est pas valable pour l'ensemble. On est sur ces sorties donc le 18 mai. Encore récent, on va avoir des développements qui vont arriver, qui sont en cours et qui permettront, ben voilà, c'est l'interface d'essai, évidemment, Alors, démo debug. Voilà, c'est je bon. me permets juste une Ouais, vas-y. petite info là-dessus. Donc, le super menu qui va apparaître sur la gauche va contenir l'ensemble des éléments dans lesquels vous êtes concerné. Donc, uniquement les produits qui seront validés vont apparaître sur la gauche et on n'aura plus besoin de passer par la page d'accueil pour switcher d'un produit à l'autre. Donc, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, donc vous allez avoir ce menu qui va être, ben, ici vous aurez EDR, hein. Enfin, au-dessus vous aurez Endpoint Protection et ce sera entièrement accessible via ce menu-là. Ça, c'est donc la vue client final. On a une vue également partenaire qui n'est pas encore en live, qui n'est pas encore disponible, qui sera disponible normalement demain ou peut-être dans la journée, mais c'est prévu normalement pour demain. Sauf problème en mise en production, ça devrait vraiment arriver très bientôt. Ce qu'on va avoir sur cette vue partenaire, donc c'est une agrégation de l'ensemble des sociétés. Donc sur l'aperçu de toutes les sociétés, et ici il manque encore, vu que je suis sur une interface bêta, vous allez avoir ici le sélecteur des clients que vous managez et vous pourrez basculer de l'un à l'autre. Et ensuite, vous aurez une vue agrégée de l'ensemble des incidents ou en tout cas des points de vigilance que vous devriez avoir. On est toujours organisé sur le même principe. Prédire, c'est je connais, c'est la surface d'attaque, comment je fais pour identifier d'éventuelles vulnérabilités. Donc vous avez ce label-là, prédire. Prévenir, c'est je sais quelles sont mes vulnérabilités, je vais mettre en place des contre-mesures et ça je le fais avec mes différentes couches de protection, donc que ce soit sur la partie Endpoint Protection ou la partie Cloud, donc Microsoft 365. Et puis détecter et réagir, ça sera la partie EDR. Donc voilà, avec une vue des boîtes mail les plus touchées, les appareils les plus à risque selon les différentes sociétés. Donc cette interface, ça permet d'avoir vraiment une vue globale pour nos partenaires. Et nos partenaires, comme je le disais en amont, ont dans l'écosystème Element maintenant davantage de services, davantage de training disponibles pour être en mesure de fournir aux clients finaux le niveau de service attendu. Donc, si vous avez des questions sur cette partie-là, allez-y dans le chat. Vous pouvez sans problème nous poser ces questions-là. Et je vais passer la main à Nico pour la partie device control, donc contrôle des périphériques. Merci Lionel. Je vais vous partager mon écran. Si tu mets présenteur. C'est bon, t'es présenté. Ok. Voilà Lionel.
Je vous ai préparé quelques slides. Je peux juste ranger ça, voilà, de façon à éviter l'effet démo. Et je vous ferai une petite démonstration rapide de la fonctionnalité. Alors, juste un petit récap sur la partie Computer Protection. Cette fonctionnalité existe aussi en version Business Suite. Je voulais juste faire un récap pour vous indiquer qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités côté F-Secure de base, notamment les moteurs d'analyse comportementale, DeepGuard, les anti-ransomware DataGuard, et on a aussi le contrôle de périphérique sur lequel on va faire un focus aujourd'hui. Sachez que celui-ci, je vous invite à en abuser puisqu'il fait partie quand même de la version standard et pas premium. Dans la version premium, on retrouvera DataGuard et le contrôle des applications. Le contrôle des périphériques, lui, est inclus dans la version standard. Donc, il faut vraiment en abuser. Pourquoi il faut en abuser? Puisque aujourd'hui, la menace USB est toujours existante et c'est quand même un élément de delivery de malware, de ransomware et autre chose. Ça n'existe pas depuis très récent. Hein. Je veux dire, ça fait longtemps que ça existe, cette méthode de delivery. Si on prend l'exemple en 2014, la NSA avait remonté le fait de pouvoir atteindre des postes qui étaient complètement isolés, donc non connectés à Internet, tout simplement via un plugin, un petit plug USB qui permettait de récupérer en IRDA les communications, transmettre les données. On retrouve aussi tout ce qui va être Raspberry type USB de façon à délivrer du malware et tout simplement Bash Bunny qui permet avec une action, c'est vraiment une clé USB fait pour, qui permet de décharger des payloads avec un petit indicateur de statut LED pour savoir si ça fonctionne correctement. Donc on voit que ça a été bundleisé, c'est fait exprès, c'est en vente libre. Et puis si vous regardez complètement en bas à gauche de mon écran, vous allez retrouver un câble USB type iPhone. Ce sont des éléments que vous pouvez très bien acheter sur des sites d'e-commerce de grand public sans savoir qu'à l'intérieur, il y a un payload. Et la première fonctionnalité, ça va être quand même de contrer l'erreur humaine, tout simplement une personne qui fait de la copie de ces données et récupère l'intégralité des données de la société, ou même le vol de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet assez sensible dans les sociétés puisque des ex-employés partent souvent avec les données de la société. Alors pourquoi passer le contrôle des périphériques? Tout simplement empêcher les menaces d'accéder à votre système d'information via des périphériques de type USB, CD-ROM, caméra, etc. On va pouvoir empêcher tout ce qui est fuite de données par l'USB, par les imprimantes, par les lecteurs, tout simplement en sélectionnant l'autorisation de ces périphériques. On va pouvoir interdire aussi tout ce qui est logiciel portable exécutable. Ça, c'est clairement un cas que j'ai rencontré il y a 1 mois et demi chez un client, pour lesquels on avait des utilisateurs qui avaient des clés USB en exécution avec des logiciels Tor dessus. Donc, ils partaient sur le dark web directement sans que le système d'information puisse s'en rendre compte. On peut aussi bloquer par les classes d'appareils. On peut définir la lecture seule sur des clés USB pour contrer la fuite d'informations. On va pouvoir restreindre l'accès à des disques uniquement à certains smartphones et autoriser la charge électrique uniquement sur certains périphériques USB. Tout ça en contrôlant uniquement directement via l'ID matériel, l'ID compatible, les jeux ID de la classe de périphérique et les ID parents pour avoir un ensemble global. Petite copie écran et après on passera sur la partie démo. La partie contrôle des périphériques, directement, on a la partie standard. Donc tout simplement, on peut l'activer. On va pouvoir autoriser ou pas l'écriture sur un disque USB, autoriser ou pas les exécutables, les logiciels portables et les autoruns. Et puis, on va pouvoir faire de l'exclusion sur ces restrictions. Les profils de contrôle de périphérique, tout simplement en indiquant les classes de type matériel qu'on ne souhaite pas surveiller, tout simplement pour
déjà l'optimisation de performance, mais aussi parce qu'on n'a pas la nécessité de contrôler forcément un contrôleur de disque dur qui pourrait être dangereux au démarrage d'un parc informatique, mais aussi tout ce qui est processeur. Et enfin, via l'ajout de switch directement, on va pouvoir activer, désactiver et renseigner des périphériques qu'on souhaite contrôler, soit par des classes GUID globales, ou soit directement par l'identification unique du matériel. Je vais vous montrer directement comment ça se fonctionne. Ici, on a une machine virtuelle, okay, avec un iPhone qui est bloqué, qui est en fonctionnement directement dessus. Vous voyez toujours mon écran, hein. Vous pouvez me confirmer, Lionel? Ouais, on voit toujours. Ouais. Merci, c'est gentil. Ici, on a directement notre tableau de bord que vous reconnaissez, Endpoint Protection, avec un poste qui est actuellement protégé. On a quelques problèmes de son, Nico. Est-ce que tu peux essayer Là, tu m'entends mieux? Ouais, voir avec ton casque vraiment des problèmes de bagotement. Ok, et là, c'est mieux? Ça a l'air d'être pas mal, ouais. Ok, donc je bouge plus. Donc directement ici sur la partie Computer Protection, la gestion du profil, on va récupérer celui-ci, le profil de Computer Protection qui est adressé à mon poste sur ma machine virtuelle. Comme je vous l'indiquais, la partie Control Device fait partie de la licence standard et pas premium, donc il faut vraiment en abuser. Et ici, on a une notion d'activation. Donc pour moi, le Control Device est activé. On autorise l'écriture sur les clés USB, je pourrais très bien les interdire. Et on autorise ou pas l'accès en exécutable. Donc pour l'instant, je vais le laisser bloqué. Je suis en mesure de rajouter ici des exclusions sur ces deux switches précédents. Simplement, si je souhaite laisser en exécution ou en écriture certaines clés USB ou disques USB propres à mon système d'information pour mes utilisateurs ou pour mon service informatique. Et en dessous, on a ces fameuses classes qu'on va laisser libres sans surveillance. En dessous, on va retrouver nos différentes classes de matériel. On va pouvoir activer ou désactiver. Et on va pouvoir ici les autoriser ou les bloquer avec une notion d'alerting si toutefois je plug ou si toutefois j'ai une action de blocage directement sur ce type de matériel-là. Ici, j'ai créé trois nouvelles règles. Une partie USB test, une partie USB verbatim et une partie iPhone Nicolas. Okay. Pour l'instant, vous voyez, ces trois règles ne sont pas activées. Pourtant, je les ai notifiées en termes de blocage, avec notification d'indication à l'utilisateur si toutefois j'ai une action sur ces éléments-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit très bien que sur cette machine-là, j'ai mon iPhone. On va commencer par celui-ci. Je vais revenir sur ma partie profil. Je vais activer cette règle de blocage, tout simplement sur une classe de périphérique, classe 06, propre à ce type de matériel de smartphone. Et je vais le sauver et le publier. On va retourner sur la machine. On va rafraîchir. Tu n'es même pas obligé de rafraîchir, hein, si tu regardes. Ah, ça y est. Déjà disponible. On est d'accord. Et donc là, notre smartphone est déconnecté. Pour autant, et je ne peux pas vous l'afficher, si je regarde, mon téléphone est toujours en charge électrique sur mon bureau. On va revenir directement ici. Et là, cette fois-ci, on va l'autoriser. On va republier. Et si je reviens directement sur ma machine virtuelle, il devrait réapparaître avec cette notion de stockage de l'iPhone. OK? Maintenant, on va faire la même chose. Et je vais vous brancher ma clé USB. On va revenir ici. La clé USB n'est pas désactivée. Si je reviens sur ma machine virtuelle, elle est bien active ici. OK. À l'intérieur, j'ai différents éléments. Je vais pouvoir écrire et renseigner des dossiers et des fichiers, mais j'ai aussi des exécutables. Si je les lance, ils vont s'exécuter. Maintenant, je vais revenir sur ma partie profil, pour lequel je vais désactiver
les clés USB verbatim. Je vais les sauvegarder. Je reviens sur ma machine. Et là, vous vous rendez compte que je n'ai plus cette clé USB. On va pouvoir revenir dessus. On va pouvoir les autoriser. Néanmoins, je vais tout simplement interdire ici tout ce qui est exécutable et même l'écriture. On va le sauvegarder et le publier. On revient sur la machine. Ma clé est présente. Je ne peux pas écrire dessus. Et je ne peux pas exécuter, tout simplement. Et ça, c'est, je me permets un commentaire, Nico. C'est un usage c'est pas grand-chose, mais en fait, ça peut être, ça peut arrêter beaucoup de choses. Les exécutions depuis les clés USB, avec des logiciels portables que les utilisateurs amènent, c'est vraiment une plaie, c'est toujours bourré de malware. Et le simple fait de stopper l'exécution, ça n'empêchera pas l'utilisateur de prendre l'exécutable, de le copier sur le PC, de le lancer sur le PC. Mais cette étape-là, il la fera peut-être pas parce qu'il sait que son logiciel portable, il est pas autorisé. Et il sait que c'est un logiciel qui est craqué ou autre. Donc, ça permet de bloquer vraiment des choses. Et le premier lancement de cette fonctionnalité a empêché le bon fonctionnement des systèmes type Barco, où on avait besoin quand même de brancher ces clés et il y a besoin d'exécuter quelque chose depuis cette clé. Et avec maintenant la partie filtrage, vous pouvez sans aucun problème mettre en place ce genre de sécurité. Ça vous limitera encore une fois la surface d'attaque et c'est vraiment l'objectif de tous les modules que l'on retrouve sur un endpoint, un EPP. C'est pas uniquement la détection de malware, c'est vraiment tout cet écosystème qu'on vous offre pour réduire votre surface d'attaque, que les attaquants, mais ils aient le moins d'actions possible pour arriver à leur fin. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est très important de contrôler quand même. On ne peut pas contrôler l'ensemble du matériel des utilisateurs qui sont propres et personnels, mais aujourd'hui, dans toutes les sociétés, le smartphone reste quand même une entrée malveillante pour votre système d'information, et notamment les smartphones personnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas un smartphone professionnel géré par un MDM par la société, mais tout le monde a un smartphone personnel. Autant, je pense que même plus de gens ont des smartphones que de montres tous les jours au poignet. Et donc, ce smartphone-là, qu'il soit Android ou iOS, puisqu'on voit de plus en plus de notions malveillantes sur la partie iOS, mais tout ce qui est Android, on a tellement de constructeurs, de firmware, de différentes versions, de logiciels gratuits, de différentes plateformes de téléchargement, qui font que ces parties-là ne sont vraiment pas surveillées, contrôlées. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée sur votre système d'information dès lors qu'une personne arrive le matin, prend son café, le pose sur le bureau et branche son smartphone pour être en charge électrique. Rien ne vous dit que derrière, il n'y a pas une action de dépose d'une charge malveillante. Et sur la continuité de cette gestion de périphérique, justement, on va laisser la main à Florian, puisque Florian va vous présenter, je me permets Lionel, toute la partie, vas-y. toute la partie protection du smartphone en lui-même. Merci Nico, je vais prendre le relais. Hop. Alors attendez, je prépare tout de mon côté. Je vais partager mon écran. Donc la partie mobile protection qui est la nouveauté qui a été lancée également le 18 mai en même temps que ce nouveau dashboard. Ça a été une refonte complète de l'application. Ouais, donc la partie mobile protection, c'est un renouveau de la solution qui existait déjà précédemment, qui s'appelait Freedom for Business. Donc on l'a un petit peu amélioré. Le but, c'est d'avoir un modèle beaucoup plus évolutif. On avait un modèle qui était très fermé avant sur une base qui était totalement, alors on va pas dire obsolète, mais qui commençait à être vieillissante. On repart sur des nouvelles bases qui nous permettent de voir l'avenir un petit peu meilleur. Donc le but, c'est de voir cette partie-là dans PSB, la partie mobile device.
Donc là, je l'ai mis en anglais, le portail, parce que je suis en version bêta pour l'instant. On ne verra pas tout en français, je préfère le laisser en anglais. Ce sera bientôt distribué en français, hein, bien sûr. Donc pour faire très simple, je vais vous montrer déjà comment ça se passe au niveau du portail et on va le voir directement en live sur un iPhone, donc comment fonctionne l'application pour bien comprendre l'outil. Donc j'ai dans la partie device sur PSB la partie mobile device qui va regrouper donc mes périphériques mobiles. Pour la partie installation, ça ne change pas de ce qu'on proposait avant avec Freedom, c'est-à-dire qu'on va avoir ici la capacité d'ajouter un nouveau périphérique, on va sélectionner la licence et on va définir les informations de la licence. Alors on peut le faire à l'unité, ça c'est bien quand on n'a que deux ou trois à faire, mais quand on a une flopée d'appareils mobiles à renseigner, ben on va pouvoir faire de l'import avec un format CSV. On renseigne toutes les informations avec le format qui est annoncé ici, on l'importe et automatiquement, chaque utilisateur va recevoir un mail. Si je prends l'exemple pour mon adresse mail, je vais renseigner directement l'adresse mail, on va mettre Florian et test webinar, je l'envoie et donc je vais recevoir un mail avec les informations qui va me permettre de gérer la partie installation. Donc le but c'est que l'utilisateur le reçoive sur son navigateur, sur son téléphone, pardon. Je vais vous montrer à quoi il ressemble le mail. Le mail va ressembler à ça. C'est un mail qui est très épuré pour le moment. On a juste les liens qu'il faut pour l'installation sur iOS ou Android. L'utilisateur ne peut pas se tromper, hein. L'un ne marchera pas dans l'autre. Et donc, il clique dessus, ça s'installe et ensuite, il faut juste faire l'activation de la licence. Si l'activation ne marche pas, il peut toujours renseigner les informations qui sont ici pour activer la licence. L'utilisateur a 30 jours pour le faire. Au bout de 30 jours, ces liens deviennent obsolètes et ne sont plus utilisables. Mais vous avez une notion d'analyse pour savoir qui a installé quoi et est-ce qu'on peut renvoyer le mail pour une gestion complète. Donc, si je pars maintenant dans la partie mobile device, on va voir que j'ai déjà des appareils qui sont connectés et je peux ici manager, donc gérer tout ce que j'ai envoyé comme invitation. Je vais avoir deux choses importantes. Je vais voir les mails que j'ai envoyés. Hop. Donc là, j'en ai envoyé un ce matin et un durant la présentation, que je peux renvoyer si je le souhaite. Hop. Comme ça, on renvoie directement le mail. Mais là, c'est pareil. On est capable d'envoyer ce mail durant 30 jours. Après 30 jours, les liens sont de nouveau obsolètes. Et donc, on arrive sur une page expirée où on retrouve les liens expirés. Donc, à partir de là, c'est pas bloquant. C'est-à-dire que ici, tous les liens expirés, vous pouvez les cocher et cliquer sur envoyer une nouvelle invitation. En fait, ça va régénérer une nouvelle licence. Enfin, pas une nouvelle licence, mais un nouveau lien pour pouvoir se connecter. Une fois que l'utilisateur a remonté les informations, a tout validé, l'appareil va remonter dans la partie mobile device avec des informations qu'on retrouve ici, qui est modifiable. Donc c'est la petite nouveauté de cette partie-là, c'est que toute la page ici est personnalisable, aussi bien dans les colonnes, on peut ajouter, modifier des informations, c'est dynamique, et également le nombre de devices qu'on souhaite afficher. Là, par exemple, je peux le limiter à 50 si j'en avais 50. Donc, c'est un petit peu plus souple et on retrouve quand même pas mal d'informations qui peuvent être hyper intéressantes. En termes de protection, on va apporter plusieurs choses sur la partie device mobile. Alors, il y a deux choses qui sont séparées entre Android et iOS. C'est que déjà, on a une limitation par rapport à iOS. On n'a pas le droit d'installer en fait, de moteur local pour la partie scan. Ça n'existe pas sur iOS, mais sur Android, il existe donc un moteur local qui va faire le scan de tous les fichiers APK pour vérifier que là-dessus, il n'y a pas de problématique, sachant que c'est possible d'avoir un store séparé du store officiel sur Android et d'avoir des installations qui ne sont pas forcément validées. Donc c'est ça un petit peu le travail qu'on va fournir. En plus, bien sûr, d'autres protections. Cette protection, je vais vous les montrer, mais on le voit déjà ici. Hein. On voit une partie network Protection qui est en réalité un VPN qu'on va activer. La partie Browsing Protection, donc vraiment la navigation, que ce soit en HTTP, en téléchargement ou en HTTPS. Donc ça, c'est aussi une super information. Et puis, tous les sites de tracking, les sites de publicité qu'on va également bloquer. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà avec Freedom.
La grosse nouveauté, c'est surtout la gestion par profil. Et ça, c'est top. Donc, les profils, on a maintenant des profils par mobile. Et dans ces profils, alors je vais cliquer sur le SF mobile que j'ai créé ici. On va pouvoir forcer une gestion à travers le mobile. Si ça se charge. OK. Donc, on n'a pas beaucoup d'options pour le moment, mais on retrouve les choses les plus intéressantes, c'est-à-dire activer le VPN, activer la protection sur la partie navigation, et on peut le forcer. C'est-à-dire que si maintenant je force cette partie-là, l'utilisateur ne sera pas capable d'arrêter le VPN. Alors, je vais faire le test, hein. On va envoyer ces informations-là sur le téléphone. C'est-à-dire que je vais tout fermer et on va voir directement sur la partie mobile à quoi ça ressemble. L'autre VM. Et on va mettre en plein écran. OK. Alors, je vais partager l'écran du téléphone. Ça va pas prendre trop de temps normalement. OK. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la nouvelle application qui s'appelle Mobile Protection. Quand on va aller dessus, on va retrouver plusieurs informations. Alors, je vais juste commencer par le début parce que j'ai oublié de faire une petite partie. Voilà. Hop là, OK. On se retrouve au début. Donc, on a l'état de l'appareil. On va voir que tout va bien. On va retrouver ici l'état de l'abonnement. On dispose bien de l'abonnement en temps réel. Alors, j'ai un petit décalage entre ce que je vous dis Ah, il y et a un ce peu que de vous lag, voyez. ouais. Je me rends compte là maintenant. C'est l'effet des mots, forcément. Vous avez été joueurs tous les deux à faire du live, hein. Non, je sais Ah non, pourquoi. non. Alors, attendez, mais en fait, c'est très bête, mais vu que j'ai forcé le VPN, forcément, bah, je ne peux Ouais, plus afficher, t'as plus accès à la machine. en direct. Alors c'est pas la machine, mais c'est le téléphone qui a plus accès. Hop, on va juste revenir dessus. Donc, comme quoi ça Ça marche marche bien, bien. hein, cette protection, mobile protection. Et puis la partie SF mobile, je vais enlever le VPN, hein. Sinon, ça va être problématique. Je laisserai les autres protections. Ok. Et je peux revenir sur le téléphone si ça veut bien. Hop. Le temps qu'ils prennent la politique, hein. C'est pas très long. Alors, pour prendre la politique et pour le forcer, il suffit de sortir l'application et j'ai un petit délai supplémentaire parce que je passe par un Wi-Fi qui est un petit peu limité. Et ça devrait le faire. Ok, je vais repartager mon écran à nouveau. Hop. Ok, on se retrouve dessus, mais cette fois-ci sans le VPN activé. Donc, hein, si maintenant j'active le VPN, forcément je perds le réseau et vu que je suis en partage local, bah forcément je ne retrouve plus l'écran. Dans le cas où l'utilisateur a donc son VPN qui est activé, on aura ici la protection activée. Là, pour l'instant, je suis en désactivé, donc mon VPN n'est pas allumé. Il peut choisir à n'importe quelle situation sa localisation sortante. En bas, on peut définir le point de sortie sur différents pays. Là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de forcer cette partie-là. L'utilisateur va pouvoir choisir son point de sortie, même si on force le VPN. Et donc, le VPN, on va pouvoir le forcer. Il sera toujours protégé, mais l'utilisateur sortira avec le point qu'il préfère le plus. On a bien sûr les statistiques, donc les trafics qui ont été protégés, le nombre de sites dangereux qui ont été bloqués, et puis toutes les informations de log qui peuvent être hyper intéressantes à consulter. Si jamais vous souhaitez au niveau local faire des modifications, il y a la possibilité d'aller dans les options, dans la partie paramètres, et de voir ici les différentes possibilités d'action. Donc, on voit que chez moi, tout est grisé. Je ne peux pas cliquer dessus. C'est totalement grisé parce que forcément, dans mes règles, ici, je lui ai dit que ces informations ne devaient pas être disponibles à l'utilisateur. Alors, on peut laisser la disposition à l'utilisateur, comme d'habitude sur ces types de produits. Si maintenant,
J'enlève les cadenas. On va voir que c'est assez rapide. Hop. Je regarde dessus. Paramètres. Et donc là, on voit que j'ai la possibilité maintenant d'arrêter la protection de la navigation sur cette partie-là. Donc là, une partie très importante qui est maintenant managée depuis des profils, beaucoup plus intéressants à forcer, et on respecte donc toute la partie sécurité qu'on va proposer sur la mobilité, mais aussi bien le respect de la vie privée des utilisateurs, hein, c'est très important. On ne fait pas de MDM avec, donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir lire les messages, remonter des informations personnelles de l'utilisateur, même si c'est un téléphone professionnel. On va par contre avoir tout ce niveau de sécurité qu'on va apporter, hein, que ce soit quand l'utilisateur est sur un hotspot Wi-Fi public, peu importe sa localisation, on va pouvoir le protéger quand il est sur ce hotspot Wi-Fi. Et puis, bien sûr, hein, toute la protection qu'on va avoir sur la gestion au quotidien. Hein, quand il va aller sur un site, on va contrôler le site, vérifier la réputation, vérifier que ce n'est pas un site de phishing et tout ce qui va bien. Pareil pour les liens dans les mails. Hein, quand l'utilisateur va cliquer sur un lien dans un mail, on va vérifier là aussi si ce n'est pas un site de phishing. C'est très important d'avoir cette notion aujourd'hui sur la partie mobilité parce qu'on le fait beaucoup sur les PC, sur les PC portables, sur tous les environnements-là, mais on oublie souvent la partie mobilité et pourtant, on le voit très bien quand un utilisateur a un problème avec son PC portable ou avec son PC, il ne va pas attendre que le problème soit résolu, il va faire la suite ou il va prendre son mail par exemple sur la partie mobilité. Donc, dans tous les cas, il peut et il va être capable d'ouvrir des éléments qui peuvent être dangereux sur la partie iOS et Android. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, si on regarde les menaces, on voit qu'elles sont majoritairement, ou quasiment toutes, issues des mails de phishing sur PC, enfin si on regarde au global. Sur téléphone, c'est un peu différent. Sur un téléphone, on n'est à que 15% des menaces qui arrivent à travers du mail, parce qu'il y a bien d'autres vecteurs d'attaque qui peuvent être très efficaces. Le SMS, les liens via WhatsApp, les liens dans les réseaux sociaux. Le téléphone sert à la fois à la vie privée, mais aussi à la vie pro. On s'en sert pour tout. On échange des informations bien plus confidentielles qu'avec un PC, et pourtant on le sécurise moins. Donc d'avoir une politique de gestion des devices mobiles, c'est bien. D'avoir un MDM, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut absolument passer par du MTD, le Mobile Threat Detection, avec des applications comme celle-ci, parce qu'on va sécuriser tous les liens que pourraient suivre les utilisateurs, que ce soit dans WhatsApp ou dans un email. Tout ça, ça va être du moment qu'il y a un lien, on va aller le vérifier, on va aller regarder ce que c'est. Et ça ne se passe pas sur le mobile parce qu'on a des problématiques de consommation de ressources. Donc ça se passe sur notre back-end, c'est de la réputation et c'est là que va se faire toute cette analyse. On a d'autres vecteurs d'attaque sur les mobiles. Ça va être votre PC portable. Généralement, vous vous baladez avec, mais vous allez vous connecter chez vous, vous allez vous connecter au bureau, vous allez avoir un VPN. Sur les mobiles, ça va pas forcément être le cas. On va se connecter partout, mais là vraiment partout, au resto, n'importe où. Dès qu'on a un réseau Wi-Fi, on va pouvoir s'y connecter. Mais à qui il appartient ce réseau Wi-Fi? Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un attaquant qui a dit que c'était le Wi-Fi de l'hôtel alors que c'est pas du tout le Wi-Fi de l'hôtel? Il l'a juste appelé comme le nom de l'hôtel. Et ça, c'est de l'interception de flux. Vous avez beau être en HTTPS, c'est de l'interception de flux, c'est du vol d'informations. Et toutes les informations qui seront volées ont de la valeur et pourront être vendues, que ce soit des données pro ou des données perso. Elles ont un intérêt, elles ont un prix, et vous pourrez le regarder. Il y a des articles qui sont sortis récemment sur le fait que un compte Google, aujourd'hui, des identifiants Google valent plus qu'une carte de crédit sur le dark web. Donc, c'est des éléments, je pense, à avoir en tête et se dire, bah, finalement, le mobile, c'est vrai que mes utilisateurs, ils y passent peut-être plus de temps que sur leur PC, ou ils font encore plus de choses que sur leur PC de manière connectée, et c'est important à sécuriser. Et surtout, ces informations-là peuvent apporter du contenu à un attaquant pour préparer son attaque ciblée sur l'entreprise pour laquelle votre employé travaille. Flo, je ne sais pas si tu as fini sur ta partie.
écoute, c'est bien. T'as rattrapé un petit peu la partie finale, donc c'est bon pour moi. J'ai fait un petit peu. Ok, ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les dans le chat. Juste avant que tu coupes ton partage, Flo, cette notion d'interface, là où vous voyez mobile device, où on peut avoir des colonnes on peut choisir ce que l'on peut afficher, etc. C'est la première version que l'on fait comme ça, qui concerne que les mobiles. Évidemment, ça va arriver sur les PC. On va avoir une vue unifiée, alors que pour le moment, sur les PC, on a une vue statique, on peut pas bouger les colonnes. Donc tout ça, on a eu enfin nos équipes de développement ont eu un énorme boulot pour arriver à faire cette interface unique. Il nous reste encore quelques modifs, notamment ce super menu où on va avoir les différentes solutions que vous avez directement visibles ici, sans passer par l'accueil. Mais ça a aussi ralentit malheureusement certains développements à côté, notamment cette notion de vision unique des devices. Mais le rythme reprend et vous allez voir beaucoup plus de choses. Les développements qui ont eu lieu sur ce premier semestre, c'était surtout focus sur ce back-end, sur cette nouvelle interface. Maintenant, vous allez avoir le résultat de tous ces développements sur les prochaines semaines et prochains mois, où on va avoir pas mal de nouveautés. Je vais pas trahir de grands secrets, c'était dans mon slide de présentation de départ. Alors comment je fais pour présenter à nouveau? Alors, je pense qu'il faut que tu coupes ton partage ou alors que je l'arrête au choix. Ah, attends, il faut juste que tu reprennes la main. Ouais. Je vais te la donner. Voilà. Ok, merci. Show my screen. Hop. C'est bon, vous voyez à nouveau mon écran? Oui. Ouais, parfait. Donc ce que je vous disais, c'est on a donc des nouveautés qui vont arriver au niveau de l'EDR. On va parler de réponses. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une notion d'event search qui est arrivée, donc qui va permettre de faire du threat hunting. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Sur le côté protection for Microsoft 365, on retrouve de la protection SharePoint qui sera notre prochain focus. Et la suite qui va découler, ça va être OneDrive et Teams. Sur la partie Vulnerability Management, on a cette notion de radar endpoint agent. Donc ça, c'est tout ce qui est dans scan de vulnérabilité. Donc notre radar endpoint agent est disponible. On fera un focus là-dessus dans un prochain webinar. Et puis évidemment le socle EPP, la solution historique qui évolue en continu, c'est déjà tous ces modules de disponibles, mais des améliorations prévues sur l'ensemble et ça va être surtout visible au niveau de l'interface dans les prochaines semaines. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est parfait. Non? Tout est clair, ouais. Tout est clair. Allez, ben parfait. Merci à tous d'avoir suivi le webinaire du coup. Là, il n'y a pas de questions particulières. Alors, les quelques questions, on y répondra directement, vu que ça concerne des partenaires avec des questions spécifiques sur la partie partenaire. Donc, on reviendra vers vous directement, soit nous, avant-vente, soit vos interlocuteurs commerciaux. Merci encore de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est au mois de juillet, donc tous les premiers jeudis du mois. Donc voilà, vous avez les dates sur le mois d'août. Je pense qu'on fera une petite pause. Mais en tout cas, merci encore et puis à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.